Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on va parler de monsieur Jacques Baudrier qui veut faire chuter le mètre carré de Paris de 50%. Alors, qui est Jacques Baudrier ? C'est l'adjoint à la mairie de Paris sur les questions du logement. Alors, comment je me suis retrouvé à le rencontrer ? Donc, j'avais déjà vu certaines de ses interventions, et d'ailleurs, ça peut intéresser tous ceux qui sont sur du Airbnb à Paris, ceux qui veulent acheter une résidence principale à Paris, ou même faire du locatif à Paris, ou même en Île-de-France, parce que le marché parisien impacte grandement, finalement, l'Île-de-France, et aussi, plus loin que ça, les villes sont indirectement interconnectées. C'est-à-dire que les grandes villes européennes se regardent les unes les autres pour voir quelles sont les bonnes lois à mettre en place dans chacune des villes. Et pareil, en France, on a aussi les grosses villes qui se regardent les unes les autres, etc. Donc, en tout cas, s'intéresser à ce que fait l'adjoint au maire de Paris sur les questions du logement, c'est quelque chose d'intéressant. Dans mon coaching, j'ai une personne qui a fait l'ESSEC et qui m'a indiqué, écoute Victor, il y a Jacques Baudrier qui vient dans l'ESSEC Alumni Immobilier, donc l'association immobilier des ESSEC Alumni, et elle m'a dit, tiens, est-ce que ça te dirait de venir ? Du coup, ni une ni deux, j'y vais, je me retrouve avec elle dans l'association immobilier de l'ESSEC. Et d'ailleurs, de ce que j'ai compris, c'est les événements type ESSEC comme ça sont assez ouverts, parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas fait l'ESSEC. Je pensais avoir que des personnes de l'ESSEC, donc une école de commerce en France, mais non, pas forcément. Et du coup, là, on l'a eu en face de nous. Je vous invite aussi à regarder une de ses interviews. Donc, pour regarder sur YouTube avec Jacques Baudrier, il a fait une interview lors d'un dîner où il donne aussi sa façon de penser, et grosso modo, qui est à peu près la même et qui a été aussi conceptualisée dans un livre. Qui a été conceptualisé dans un livre qui est de 2 livres d'ailleurs, un nouveau livre qui sort aujourd'hui. Bref, aujourd'hui, alors comment il présente en fait son intervention et d'où vient sa problématique et comment Jacques pense à tout ça. Il se dit que lui, il a eu la chance en fait d'acheter avant les années 2010, donc dans les années 2000, et en fait le marché de l'immobilier grosso modo a fait x2 à Paris. Et il se rend compte qu'aujourd'hui, les personnes n'ont plus la possibilité d'accéder au marché immobilier de Paris, qui est devenu, finalement, si on regarde la part que devrait consacrer une personne pour pouvoir acheter, ce serait soit hors possibilité d'acheter, soit une partie beaucoup trop importante de ses revenus. Lorsqu'il voit ça, il se dit, OK, le système ne marche pas aujourd'hui. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit qu'il doit répondre aux 330 000 ménages qui veulent un logement social à Paris. Donc ça, c'est les chiffres qu'il nous a indiqués. Donc lui, il se dit, OK, j'ai 330 000 personnes qui veulent un logement à Paris, donc il faut que je réponde à ce besoin-là et que je permette aux personnes de trouver un logement. Quels sont les moyens qu'il a à sa disposition ? La puissance fiscale et administrative en France. Alors, il faut savoir que notre ami Jacques Baudrier, c'est un communiste, donc il se revendique communiste depuis un très grand nombre d'années. Et d'ailleurs, ce qui l'a poussé à rejoindre le Parti communiste, c'est lorsqu'il a fait, alors à l'ESSEC, je pense qu'il a fait un master, ou je ne sais pas ce qu'il a fait à l'ESSEC, mais en tout cas, quand il a rejoint l'ESSEC, il s'est rendu compte que les personnes à l'ESSEC étaient de droite. Lui, ça l'a grandement marqué, et il s'est dit, OK, il a pris sa carte au Parti communiste et s'est lancé dedans. Il dit aussi qu'il aurait pu faire partie des Verts, ou oui, principalement des Verts, de ce que j'ai compris. Donc son rêve, c'est quoi ? Et c'est là où en fait il y a plein d'informations qui d'un côté sont intéressantes et de l'autre côté sont un petit peu compliquées à comprendre, et il faut bien voir l'impact de l'idéologie et comment ça peut fonctionner sur l'ensemble. Son rêve, c'est indirectement de faire chuter finalement le prix de l'immobilier à Paris à 5 000 € du mètre carré pour que les gens puissent acheter. En fait, ce qu'il aimerait faire, donc il parle de la courbe de Fresnel, de ce que j'ai compris, alors j'aimerais bien la retrouver, qui explique qu'on peut regarder finalement le poids de l'immobilier par rapport à son salaire, et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un gros décalage, c'est-à-dire que l'immobilier est beaucoup trop conséquent dans l'utilisation de son salaire. Et il dit, pour qu'on revienne à quelque chose de normal, il faudrait que les prix de l'immobilier à Paris tombent à 5 000 €. Alors, son rêve que Paris soit à 5 000 € pour que les gens puissent acheter, il faut bien vérifier qu'est-ce que ça veut dire, parce que
indirectement, il dit il va mettre en place quelques méthodes, quelques outils pour finalement, il veut lui-même en fait gérer les prix de l'immobilier pour pouvoir impacter le prix et faire que ce soit 5 000 euros. Il se dit que le problème c'est réglé. En réalité, je pense que vous le savez grandement, ceux qui écoutent ce podcast, il y a quand même énormément de personnes qui veulent acheter à Paris. Vous imaginez qu'aujourd'hui, les prix sont quand même maintenus à 10 000 euros, voire plus, et même dans certains quartiers, ça a réaugmenté. Donc, pour réussir à mettre un prix de l'immobilier à Paris à 5 000 euros sans qu'il y ait assez d'offres pour ne pas le faire augmenter, franchement, bonne chance, il faut voir qu'est-ce qui va être mis en place. Après, justement, dans ce qu'il veut mettre en place, il se dit, grosso modo, moi, de ce que j'ai compris des informations qu'il indiquait, c'est qu'il y a 1,4 million de logements disponibles à Paris. Donc il y en a 1,4 million de logements. Et aujourd'hui, dans ce 1,4 million, il y a 200 000 résidences secondaires. Et ça, c'est un gros problème pour lui. Il se dit, OK, moi, ce que j'ai besoin, c'est d'augmenter largement le parc locatif à Paris, de permettre d'avoir une abondance des offres immobilières à Paris d'un côté, ce qui fait que ça va faire baisser le prix. De l'autre côté, même réglementer les prix. Donc, si je réglemente les loyers, je vais aussi décourager les personnes qui veulent faire de l'investissement locatif. Donc, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. De l'autre côté, il va dire, ouais, mais moi, de l'autre côté, j'ai besoin d'avoir un parc privé efficace. Et du coup, j'ai besoin que les personnes soient incité à faire du locatif. Donc en gros, il est un peu dans ce truc un peu bizarre où d'un côté il dit aujourd'hui il n'y a plus de valeur économique à Paris mais les gens continuent à avoir, mais de l'autre côté il faut redonner de la valeur économique pour que les gens puissent avancer, donc en fait il faut réduire les prix. Enfin, c'est tout un truc, en tout cas pour moi ça me semble un peu compliqué sa vision des choses. Donc comment il veut faire ? Première chose, c'est récupérer les 200 000 résidences secondaires en passant la taxe foncière sur les résidences secondaires de x2 à x10. Alors, ce qu'il faut retenir, donc de passer la taxe foncière qui est aujourd'hui de x1, disons, à la faire passer à x2, voire x3, et son rêve, ce serait de la faire passer à x10. Là, il va s'inspirer de ce qui se passe, justement, de ce que j'ai compris à Nice, où, en fait, on se retrouve dans un système où cette taxe foncière est aujourd'hui la même que ce soit une résidence principale ou une résidence secondaire, et on ne peut pas trop la faire évoluer, il y a besoin de faire passer un amendement. Donc là, il veut faire passer un amendement là-dessus pour pouvoir décorréler si c'est une taxe foncière de résidence secondaire ou principale. Donc il veut faire passer ça de x2 à x10, c'est son rêve, le x10. Visiblement, il va réussir à faire x2, x3. Et là, il s'inspire d'entreprises il s'inspire de Bruxelles. En fait, il y a des villes qui sont visiblement allées plus loin que nous, donc Bruxelles et Vancouver. Donc Bruxelles, c'est carrément, il y a une notion quand on est une résidence secondaire, il faut vérifier ce qu'il dit, mais visiblement, on peut carrément aller en prison si on ne respecte pas certaines choses sur une résidence secondaire. Et à Vancouver, c'est x10 sur la résidence secondaire. Alors, ce truc de résidence secondaire, en fait, qui ça concerne ? Lui, dans son viseur, il est en train de dire que il y a 16-17% des personnes à Paris propriétaires qui ont un seul appartement, et en fait c'est minoritaire. Donc c'est minoritaire ceux qui sont finalement un seul appartement, qui sont dans pas mal de cas occupants de leur appartement. Alors pourquoi ? Alors ça dépend, mais vous pouvez me rejoindre si ça vous intéresse. La plupart des personnes, si vous achetez un appartement aujourd'hui à Paris, alors ça dépend depuis combien de temps vous l'avez, et ça dépend si vous avez un emprunt ou pas, mais grosso modo, en vision classique, si vous avez un appartement, si vous l'achetez aujourd'hui et que vous le mettez en location, c'est très dur d'avoir du cash flow positif. Alors, c'est possible dans certains cas, mais c'est justement quelque chose que veut attaquer notre très cher adjoint au maire de la mairie de Paris sur le logement. Autre élément, donc les personnes qui ont finalement un seul logement à Paris, sont beaucoup plus enclins à habiter à Paris. Et après, lui, ce qu'il va dire, c'est que finalement, les personnes qui ont plusieurs à Paris, ça appartient majoritairement, alors je n'ai pas les chiffres, mais à des multipropriétaires qui ont 4 à 5 appartements et qui ont un patrimoine entre 5 et 10 millions d'euros. Alors assez bizarrement, pour le coup, moi je me semble assez visé par ça parce que indirectement j'ai 5 apparts à Paris et effectivement je suis un multipropriétaire et il va décrire en fait, alors c'est marrant parce que je ne correspond pas exactement au profil auquel il s'adresse. En fait, Jacques Baudrier, il s'adresse au profil des héritiers. Ce qui critique énormément, c'est des personnes qui héritent de famille en famille, de génération en génération, d'immeubles à Paris. Et il y en a beaucoup. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont dans mon programme de coaching aussi, qui vont hériter d'un immeuble rue de Rennes à Paris, où il y a 10 logements d'un coup, 20 logements d'un coup, et ils héritent ça de famille en famille. Et en gros, lui, il va s'attaquer à ça, c'est-à-dire des personnes qui soit sont héritiers, donc qui ne voient pas finalement l'impact économique que ça, soit des personnes qui ont pu acheter ces appartements-là il y a 50, il y a plus de 30 ans.
Moi, indirectement, effectivement, je suis multipropriétaire à Paris, mais j'ai commencé dans les années 2010. Donc, en fait, une grosse phase de la croissance immobilière du prix de l'immobilier à Paris avait déjà eu lieu. Donc, il s'adresse à ces personnes-là qui sont aussi, c'est marrant, je vous donne cette info parce que ça m'a marqué. En discutant avec le maire de Bayonne, il s'est rendu compte que les propriétaires qui étaient à Paris et à Bayonne étaient les mêmes. Et en fait, ça, je peux le comprendre un peu. C'est-à-dire que moi, dans ma stratégie d'investissement, effectivement, dans des villes et des grosses villes françaises, je vais avoir des logements un petit peu partout. Et effectivement, je vais me répartir en fonction des zones qui m'intéressent. D'ailleurs, Bayonne peut être intéressant pour faire des investissements. On peut en faire avec du cash flow si ça vous motive. Alors, ça, c'est son premier point. Son deuxième point, donc voilà, son principe, c'est OK, je vais mettre une fiscalité tellement importante sur les résidences secondaires que finalement, je vais les récupérer. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que des personnes ça dépend de qui on parle. Une personne qui a 5 à 10 millions d'immobilier n'est pas forcément une personne qui a beaucoup de moyens. Pourquoi ? Ça dépend dans quelle phase vous êtes. Par exemple, moi, je suis dans une phase intermédiaire où j'ai effectivement beaucoup de biens immobiliers, mais j'ai beaucoup d'emprunts et beaucoup de charges. Donc, je n'ai pas énormément de cash à la sortie. Ce qui fait que moi, effectivement, alors déjà, je n'ai pas de résidence secondaire à Paris, j'ai ma résidence principale. Mes autres appartements à Paris sont en location. Si je devais avoir une résidence secondaire à Paris, et disons que c'est... alors, ça dépend ce que ce serait, mais par exemple, aujourd'hui, mon appartement à Paris dans le 5e, je pense, il faudrait que je vérifie la taxe foncière. Je vais la regarder tout de suite pour qu'on fasse un exemple de ce qui pourrait se passer. Et concrètement, je vais vous dire, moi, à quel point ça pourrait m'impacter. Taxe foncière, donc hop. On va regarder directement ma taxe foncière. Est-ce que je l'ai ici ? Alors, c'était pas prévu. Ah, je l'avais vu passer, c'est ça ? Alors, 10 000 euros, c'est pas celle-ci. Ça, c'en est une autre. Est-ce que c'est ça ? Voilà. Et celle-ci, c'est laquelle ? Est-ce que c'est la bonne ? Ouais. Donc là, j'ai 1 400 euros de taxe foncière. Donc, imaginons que moi, je suis dans le cas, aujourd'hui, où je garde un appartement à Paris vide et que je le garde vide juste pour quand je passe à Paris et que je loue pas du tout. Du coup, c'est ma résidence secondaire. Est-ce que je serais OK de payer déjà 1 400 ? Alors déjà, première question, est-ce que je serais OK de le laisser en résidence secondaire ? Aujourd'hui, donc en résidence secondaire, ça veut dire que j'ai quelque chose qui ne travaille pas. Et ça dépend ce que je fais, où j'en suis. Je pense que... Alors la question se pose dans ma situation, est-ce que je laisserai un logement vide non exploité ? Alors, je ne suis pas sûr. Là, par exemple, je pense partir dans le sud et du coup, cette résidence-là deviendrait plutôt soit une colocation, deviendrait une colocation ou soit louée à des personnes classiques. Donc même aujourd'hui, en fait, je suis pas dans une dynamique financière où je me dis que j'ai les moyens, parce que là aujourd'hui, pour cet appartement, je rembourse 1 600 euros par mois d'emprunt à peu près. Je dois avoir en tout donc 2 000 à 2 200 euros. Alors, ça dépend si je suis dedans ou pas, mais on va dire que c'est 2 000 euros par mois que ça me coûte cet appartement. C'est 2 000 euros par mois. Si j'ai pas de rentrée, ça me fait une perte sèche de 2 000 euros par mois. Donc déjà, dans mon cas, je pense que je ne suis pas encore à une étape où je me dis, OK, 2 000 euros par mois, je peux les laisser comme ça. Et en fait, ça me fait le luxe d'avoir un appartement à Paris. Il faut voir comment se débloque, qu'est-ce que je fais, où est mon activité, etc. Si j'ai une activité à Paris qui me demande de revenir assez souvent, bon, là en l'occurrence, je pense que je vais le garder comme ça. Et ça me coûtera moins cher en fait que de louer un hôtel quand je repasse à Paris. Donc tout dépend en fait de ma dynamique financière. Donc potentiellement oui, je pourrais me retrouver avec une résidence secondaire à Paris et une résidence principale à Nice. Dans ce cas-là, je vais me retrouver à devoir payer x2. Donc on va partir de 1 400 à 2 800 pour la taxe foncière. Est-ce que ça va vraiment changer ma vie ? Non. Est-ce que ça va me pousser à enlever cette résidence secondaire ? Non. Par contre, si on fait un x10, là je vais me retrouver à payer 14 000 euros par mois. Donc là, je vais passer, disons, de 2 000 à peu près à peut-être 3 000. Ça va faire x10. Donc ça va me rajouter 1 000. Ouais, à 3 000 euros par mois. Et bien là, il faut que je regarde. Mais même dans ce cas-là, je pense que si, là, ça aura un impact pour moi. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a quand même une grande partie des personnes qui ont des résidences secondaires à Paris, mais qui en fait n'ont pas du tout les moyens et ne sont pas en capacité de recréer une dynamique économique. Donc imaginez que vous habitez, vos parents sont décédés, ils vous ont légué un appartement à Paris, que vous gardez en résidence secondaire. Bon, encore faut-il pouvoir le garder en résidence secondaire. Donc même ces cas-là, oui, en fait, effectivement, je pense que ça va avoir un impact sur certaines personnes, mais pas forcément sur tout. Autre élément, encadrer les loyers, faire disparaître le code civil et interdire le co-living. Donc là, il y a toute cette notion d'encadrement des loyers à Paris. Très compliqué de savoir l'impact réel. En tout cas, ce que ça fait concrètement pour les investisseurs, c'est que ça leur fait gagner moins d'argent et que le marché est totalement décorrélé de la réalité. Ce que dit même notre ami Charles Baudrier,
Jacques Baudrier, c'est qu'il pense qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas l'encadrement des loyers, il y aurait 20% à 40% d'hausse des loyers à Paris. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas avec ça, c'est que, en fait, l'encadrement des loyers, ça va empêcher, en fait, ça va donner du pouvoir d'achat, mais pas à la cible que vise notre ami Jacques Baudrier. L'encadrement des loyers, quand vous allez prendre... Alors moi, je suis très bien placé pour ça. Les locataires que je vais prendre à Paris, ça va être des locataires qui gagnent très bien leur vie et qui ont des parents qui ont de l'argent. Pourquoi ? Parce que je veux minimiser au maximum mon risque. Je vais avoir plein de profils et je vais choisir ces profils-là. Du coup, l'encadrement des loyers va leur permettre à eux de payer moins de loyer, mais ça ne va pas être la cible de Jacques Baudrier. Alors, on a un gros sujet sur la cible de Jacques Baudrier aussi. Donc là-dessus, attention sur l'encadrement des loyers. En fait, moi, je trouve que c'est une énorme connerie. Et je le vois, c'est-à-dire que quand vous avez les moyens, quand vous avez de la marge sur votre appartement, et je le vois très bien dans les appartements que j'ai, quand j'ai un appartement qui me fait gagner de l'argent, j'y vais en termes de travaux. Je peux faire des travaux, je peux rénover, je peux participer, j'ai du gras. Quand on met de l'encadrement des loyers, quand on met trop de normes à la con, en fait, on a moins d'argent en tant qu'investisseur locatif et on est sur la paille. Ce qui fait qu'on galère à juste maintenir les trucs tels que c'est fait. Et en fait, on a moins d'argent et beaucoup plus de pression sur nous. Quand on est en phase de construction de patrimoine, donc en fait, c'est nous, les personnes de ce podcast, c'est quand même beaucoup plus de pression sur nous. Je peux entendre que lorsqu'on a un très grand patrimoine, quand en fait, on n'a pas d'emprunt, grosso modo, quand on n'a pas d'emprunt, on peut se dire que c'est un peu plus flexible. Mais pour la majorité d'entre nous, c'est quand même assez compliqué. Faire disparaître le code civil. Donc le code civil, ça vous permet finalement de sortir de l'encadrement des loyers et des DPE en louant en résidence secondaire un appartement à des personnes. Donc par exemple, des personnes qui vont venir travailler à Paris, qui ont besoin d'un logement pendant quelques temps, etc. Je pense que le code civil est quand même à garder. Ils veulent le faire sauter. Ça, je ne comprends pas en fait sa logique en fait, si sa logique, c'est de faire baisser le prix de l'immobilier, de décourager tout le monde, effectivement, encadrer les loyers et faire disparaître le code civil, oui. Interdire le co-living, alors j'ai oublié de mettre le Airbnb d'ailleurs. Interdire le co-living, c'est quoi ? C'est vous allez proposer une chambre avec service, et à Paris, il y a un grand projet, j'en parle tout à l'heure, qui a été porté par Colonize, et qui voulait louer des chambres à 1 000 € la chambre. Et là, on a notre Jacques Baudrier qui se vante littéralement. En fait, je pense qu'il est fier de lui, donc dans son prisme de vision, je pense qu'il a raison d'être fier de lui, parce qu'il applique vraiment ce qu'il veut, mais moi, ça me dérange un peu qu'il soit fier de lui à ce point-là. Et en gros, il va dire, ok, là, il y avait je ne sais pas combien de chambres, donc je ne sais pas, une trentaine ou pas mal de chambres, peut-être une centaine de chambres à 1 000 € la chambre. Et lui, il a dit, bah voilà, moi, j'ai fait interdire le projet de Colonize qui est à 1 000 € la chambre, j'ai récupéré l'immeuble, et il en a fait peut-être beaucoup moins de chambres finalement, qui vont être louées 450 € la chambre, donc en préemption sur l'immeuble, en achetant l'immeuble, en faisant les travaux, etc., etc., etc. On reviendra dessus tout à l'heure, mais ça me pose des véritables questions. C'est-à-dire qu'à Paris, vous avez quand même beaucoup d'étudiants étrangers qui ont les moyens de louer. Et là, en fait, bon, sur 50-100 chambres, c'est quoi l'utilité ? Autant laisser Colonize faire son business, refaire son bâtiment, générer de la valeur, palper de l'argent, etc., plutôt que de refaire des chambres qui seront à 450 avec je ne sais pas combien de milliers d'étudiants qui veulent récupérer ça derrière. On ne va jamais le voir, on ne va jamais comprendre. Autre élément. Il veut passer de 1 million de mètres carrés de bureaux en habitation. Bon, ça, dans l'idée, moi, j'ai pas de problématique. Passons les bureaux en habitation. Attention simplement aux coûts et aux travaux qui sont générés et à la viabilité économique. Donc ça va être dans mes critiques. Il y a plusieurs choses qui me dérangent. Donc première chose, c'est qu'il faut comprendre l'histoire en fait de Jacques Baudrier, et c'est bien parce qu'il explique très bien. En fait, c'est Monsieur Taxe. À un moment, il s'est retrouvé à travailler dans le transport, et de ce qu'il dit, il a réussi à trouver 30 milliards d'euros venant de taxes supplémentaires pour financer le Grand Paris. Et il veut faire la même chose à Paris. Donc il veut réaugmenter les taxes pour pouvoir avoir les moyens de ses ambitions et de faire ce qu'il veut faire. Mais ce qu'il veut faire à la fin, c'est donner accessible à Paris à 330 000 personnes qui n'ont pas, alors pour la grande majorité d'entre elles, n'ont pas les moyens d'habiter à Paris simplement, elles n'ont pas les moyens. Et ça, on va revenir dessus, mais les logements sociaux, donc il y a ceux qui sont, je pense, un peu à côté de la plaque, et puis après, il y a ceux qui sont vraiment pauvres. Et en fait, en France, on a de plus en plus de pauvres. La France s'appauvrit, moi j'ai un véritable problème avec ça. On revient sur la notion que quand on gagne 4 000 € par mois, en France, on est riche. Et vu que la France, on est dans un système où on a envie de redistribuer, mais je pense que c'est pas fait de la bonne façon, on va se dire, ok, toi t'es riche, on va te taxer 4 000 € par mois. Franchement, sincèrement, je vous le dis, pour moi, on n'est pas du tout riche. Si vous habitez à limite en Thaïlande, peut-être que ça peut être pas mal. Si vous habitez en France, mais c'est la guerre, c'est la cata. Donc on a des riches qui sont pauvres en France, concrètement. En tout cas, c'est 4 000 €, c'est pauvre. Même 7 000 € par mois. Moi, je vous souhaite tous de gagner 7 000 € par mois. C'est pas excessivement beaucoup d'argent. Il faut arrêter là-dessus. Et en plus, on est dans un système où l'État va dire
Vous n'avez pas besoin de penser à votre retraite parce qu'on s'en occupe pour vous. Vous n'avez pas besoin de penser à payer des services parce qu'on s'en occupe pour vous. Et en plus, du coup, on peut vous taxer fortement. Et de toute façon, vous êtes riche quand vous avez 4 000 euros. C'est une connerie monumentale. Quand vous gagnez bien votre vie, je vous assure que la sécurité sociale, c'est pas votre première... c'est sûrement là où vous allez mettre le plus d'argent de ce que vous gagnez avec tous les prélèvements sociaux. Mais par contre, vous n'allez pas l'utiliser à outrance. Par exemple, moi, il y a des moments, j'ai pas de carte vitale. Ma carte vitale, je suis en train de la refaire. Là, il faut que je la refasse. Ça marche pas, je m'en fous littéralement d'économiser, de payer 50% moins cher un médicament. Et la plupart des personnes, je pense, sont comme moi. Les personnes qui sont comme moi et qui ont la possibilité, moi, si j'ai un problème, qu'il faut que j'aille voir un médecin qui va me coûter 4 000 euros juste pour faire un diagnostic, si c'est le bon, je vais le payer. Et c'est ça la réalité de ceux qui ont des fonds, et je suis pas sûr qu'ils vont ponctionner à fond la sécurité sociale. De la même manière, les services de façon générale, attention à dire oui, la qualité des services. On est dans un monde très très compliqué d'un point de vue de l'argent de ce côté-là. Autre élément, il détruit de la richesse en interdisant le co-living de colonistes dont je vous parlais. Moi, ça m'embête parce que d'un côté, on a un business qui a une viabilité économique fait par un acteur économique. Ok, ce business-là aujourd'hui repose, et je pense que la mairie de Paris n'aime pas ça, sur le fait qu'il trouve un moyen de contourner l'encadrement des loyers, qui moi je pense pas être une bonne chose. En fait, il crée lui-même des problèmes. En fait, la problématique, c'est que quand on fait l'encadrement des loyers, on empêche les propriétaires d'avoir plus d'argent. Vu qu'on les empêche d'avoir plus d'argent, on les empêche de rénover. Et à la fin, on va leur dire « Ah bah voilà, moi je récupère des propriétaires qui veulent vendre leur appartement parce qu'ils n'ont pas les moyens de rénover. » En même temps, mon gars, si tu empêches les gens d'avoir de l'argent, comment tu veux qu'ils rénovent ? Quand vous voyez le coût des rénovations, si vous avez un loyer qui est un loyer de marché à Paris, on va pouvoir rénover les appartements. Ça fera que, on va pas gagner énormément, mais au moins on peut rénover. Par contre, dans son cas, il te dit, ok, aujourd'hui, tu peux gagner que 35 euros par mètre carré de location. Et du coup, avec toi, ton petit studio, je sais pas, tu loues 700 balles. 700 balles, t'es ric-rac, voire méga négatif avec ton emprunt. Comment veux-tu rénover derrière ? Il faut laisser du gras pour que les gens puissent rénover. Lui, il crée cette problématique-là et après, il va dire, ok, c'est normal qu'on soit là, nous, et on a besoin d'argent pour rénover les bâtiments et les racheter, etc., etc. On arrive dans un truc un peu lunaire là-dessus. Donc là, on se retrouve, et là, on retombe sur quelque chose aussi, sur le fait que la mairie prenne tant de pouvoir. La mairie a tellement de pouvoir. L'État a tellement de pouvoir. On ne peut pas gagner contre eux. Donc attention à ces pouvoirs-là. Et surtout, personne n'inspecte la mairie et l'État. Et là, on tombe dans quelque chose. Par exemple, le projet coloniste qui a été avorté. Où sont les données financières examinées, publiques, accessibles pour savoir réellement combien ça a coûté ce projet-là aux contribuables et combien ça a rapporté, mais réel. Et surtout qu'on arrête de faire, parce que là, je crois que faudrait vérifier ces informations. La mairie de Paris, pour continuer à s'endetter, à un moment s'est dit, attendez, ce qu'on va faire, donc je ne sais plus combien c'est en milliards de dettes, elle s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va constater par avance 10 ans ou 20 ans de loyer sur les logements sociaux pour justifier qu'on a plus de revenus aujourd'hui pour pouvoir emprunter plus. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Lunaire. En fait, il n'y a pas de... Vu que leur priorité, c'est d'accomplir une valeur idéologique, il n'y a plus de notion... S'ils peuvent... La dette, c'est relatif pour eux, donc en fait, ils s'en foutent de l'avenir. On s'en fout de l'avenir, parce qu'en fait, nous, tout ce qu'on veut, c'est faire notre plan aujourd'hui. Et la dette, tout ça, de toute façon, c'est capitalistique, on s'en fout. Et du coup, on va utiliser tous les moyens et toutes les méthodes pour choper plus de dettes, pour pouvoir faire plus de logements. Eux, ce qui compte, c'est le nombre de mètres carrés ou le nombre de personnes qu'ils ont pu remettre dans des logements à Paris. Dernier élément... moi ce qui m'embête, c'est un État qui prend de l'argent, qui n'a pas les moyens aujourd'hui, qui n'a plus d'argent, mais qui va continuer à à se dire ok, je vais du coup gagner plus d'argent. Et ça, c'est tellement simple pour un État, il suffit de faire une taxe supplémentaire. C'est ce qu'ils font, ou d'augmenter de 1% le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, etc. Et là, on est dans cette logique. On va retaxer des personnes, on va retaxer des gens pour après leur expliquer que, encore une fois, vu que les gens ils ont plus de thunes, on va leur donner des aides et après on va dire regarde, tu dépends de moi. Et ça, je trouve ça horrible. Mais c'est horrible, c'est comme une relation toxique dans un couple. C'est vous faites tout pour que la personne qui soit avec vous soit mal, et à la fin vous dites regarde, vous prenez une personne, vous la séparez de tous ses amis, et après la personne dès qu'elle a un moment dur dans la vie, vous dites regarde, il n'y a plus que moi ici disponible, donc crois-moi, c'est moi qui suis là pour toi. Alors que vous l'avez séparé des amis. L'État fait la même chose, on taxe à fond, on prend des cotisations de dingue sur les salaires, les gens sont tous pauvres partout, ils tirent tous la langue, et là on va leur dire attends, t'inquiète, on va te filer 90 € pour que tu puisses payer ton plein d'essence. On va te donner 200 balles de CAF. Alors, tu gagnes 1500 €, t'es moins de 2000 € par mois. Écoute, t'as pas d'argent. Du coup, on va te redonner de l'argent. Et ce système qui est hyper dégradant pour tout le monde, qui permet de refaire des transitions d'argent. Et si l'État, à la limite, savait bien gérer, mais l'État ne gère pas. Donc, ne gère pas et gère mal. C'est-à-dire que là,
on pompe tout l'argent en promettant des retraites qui sont infoutues de financer. Ils créent un système où ils se disent, on a expliqué à tout le monde qui finançait, qui payait, et puis l'État doit se battre contre tout le monde, parce que les gens, ils veulent plus, ils veulent pas, ils galèrent aujourd'hui. Pourquoi attendre 64 ans pour avoir la retraite? Ils veulent 60 ans. En faisant des promesses à la con, et c'est un bordel, mais un bordel. Et les mecs, ils continuent. Et ils continuent. Et ce qu'ils font, c'est un logement social pareil. Aucune idée de combien ça coûte, la logique des logements sociaux en France. Moi, j'aimerais bien avoir tous les chiffres, mais vraiment les chiffres comptables. C'est-à-dire que vous allez voir un bilan comptable avec toutes les dépenses. Moi, c'est ce dont j'ai besoin. Aujourd'hui, je pense que si on aurait ça, avec l'IA, on pourrait aller beaucoup plus loin. Bon, il y a plein de personnes qui seraient un peu perdues, mais je pense qu'on peut se réunir entre nous pour vraiment faire l'analyse et décider si on avait aussi un pouvoir de décision. Aujourd'hui, je ne sais même pas si on a un pouvoir de décision là-dessus. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'un logement social, c'est une aide qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont récupérer un logement à 2, 3, 4 fois moins, voire plus qu'un logement normal. Et il y a un autre truc qu'on ne voit pas, et j'aimerais bien comprendre comment ça marche. Donc, par exemple, un logement, rapidement, on a 1 000 € par mois d'aide supplémentaire. Donc, on a une personne qui souffre un peu dans sa vie, et elle va se retrouver donc avec toutes les aides générales, plus 1 000 balles d'aide, et avec tout ce paquet d'aide. Et en fait, c'est donné, alors là, il faudrait reprendre les études qui ont été faites, je crois que c'est Housing First en Suède, qu'il faut proposer un logement aux personnes, et c'est le truc minimum qu'il faut faire pour qu'en fait, il y ait moins de violence, etc. On est pris entre ce truc-là, le truc déjà d'offrir des logements à Paris, donc moi je trouve ça lunaire, en disant c'est un marché de luxe, et on met des trucs, bien sûr, moi si demain je propose aux gens, regardez, vous vendez sur le marché secondaire une montre à 20 000 €, et moi je vous permets de l'acheter 2 000 €. On va voir quoi comme émeute si j'ai un magasin? Rappelez-vous, genre les Swatch, là, les nouvelles Swatch de Richard Mille, là, je crois que c'est Richard Mille qui sont sortis. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait OK, je sais pas, un déjeuner gratuit à tel endroit à Châtelet, vous voyez les émeutes? Là, c'est exactement les mêmes émeutes sur le logement, l'autre. Donc, on a quelque chose qui n'est pas comptabilisé, une aide qui n'est pas comprise, qui n'est pas réglementée, on ne comprend rien, le truc est opaque. De toute façon, c'est très facile de faire des trucs opaques, il suffit de changer le nom tous les 6 mois, il suffit de changer la façon dont on analyse financièrement, il suffit de changer les noms, enfin... Je suis devenu un expert là-dessus, donc il suffit qu'on change tous les 3 mois la façon d'indiquer les indicateurs. Facile, on perd tout le monde, c'est impossible de comprendre. Je vous encourage ne serait-ce qu'à essayer de comprendre l'évolution des taux et l'inflation, allez-y, amusez-vous. Et après, il suffit de changer les règles en interne et il suffit de camoufler les informations et de ne pas les distribuer, c'est une cata. Voilà en tout cas ce qu'il en pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur LinkedIn, sur Insta. Moi, je ne suis pas convaincu en fait de la direction où ça va. Je pense qu'il y a besoin d'une vraie politique là-dessus, surtout d'arrêter de dépenser de l'argent et de permettre au privé de faire des choses. Je vous remercie et à très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.